La porte de l'école claque avec ce son sec qu'on n'oublie pas. Sur le seuil, une femme tient la main d'un petit cartable usé. Ses chaussures sont maculées de boue, son manteau froissé. Autour, les sacs à dos des enfants, les poussettes, le concierge qui range machinalement ses clés. Tout continue comme si rien ne s'était passé. Et pourtant, il se passe quelque chose. La directrice demande à la mère de partir. On la prie de s'éloigner. La scène se fige, les voix deviennent des murmures. Un enfant regarde, les yeux grands. Une mère détourne le regard. Un téléphone s'allume. Elle est restée immobile, le visage fermé, la main du petit serrée dans la sienne. On voit la fatigue incrustée au coin de ses yeux, des nuits de travail, des trajets, la disposition de chaque minute pour que son enfant ait une place et un avenir. Elle est venue ce matin pour inscrire son fils, pour assister à une réunion, pour remettre des documents qu'on lui a demandés. Il manquait, disent certaines versions, un papier administratif. D'autres parlent d'un malentendu avec les délais. Peu importe la raison technique, la conséquence est la même. L'institution l'a transformé en problème public et la porte s'est refermée sur sa dignité. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour suivre notre reconstitution et l'enquête qui en a découlé. Les passants racontent en haletant les petits détails qui rendent la scène irréfutable. Le froissement du manteau, le frottement du cartable, la façon dont la directrice a gardé une certaine distance, comme si elle s'efforçait d'éviter tout contact. Selon des témoins, ces mots ont été courts, administratifs, des phrases qui sonnent bien sur un registre de procédure, mais qui, prononcées devant des enfants et des voisins, ont l'effet d'un glaçon planté dans un cœur. Ceux qui connaissaient la mère décrivent une femme discrète, qui travaille tôt le matin, qui ne parle pas beaucoup, mais qui a toujours un sourire pour les petits du quartier. Aujourd'hui, ce sourire est absent. Ce n'était pas qu'un simple contrôle de papier. C'est l'accumulation des petites choses, la peur d'être mal compris, la crainte d'être traité différemment parce qu'on vient d'ailleurs, la honte de n'avoir aucun recours immédiat. L'administration a ses règles, souvent justes, parfois impitoyables dans l'application. Et quand ces règles tombent sur des vies précaires, la violence n'est pas forcément dans l'intention, mais dans l'effet. La stigmatisation publique, l'exposition, l'humiliation. Les enfants regardent, et dans leur regard, on voit la question que personne ne formule à voix haute. Est-ce que j'ai le droit de rester ici? Est-ce que ma mère a le droit d'être respectée? La tension monte. Quelques parents s'efforcent de rester neutres, d'autres se montrent embarrassés. Un jeune père s'approche, puis recule. Une voisine murmure qu'elle peut donner un coup de main pour rassembler les papiers. Un adolescent sort son téléphone et commence à filmer. Non par voyeurisme, mais parce que filmer est devenu, pour certains, la manière la plus efficace de témoigner. Ce micro-acte de solidarité, la vidéo qui commence, est la première fissure dans la scène parfaitement ordonnée de l'exclusion. Mais ce n'était pas qu'un simple malentendu. La manière dont la directrice maintient la distance, la rapidité des gestes administratifs, l'absence apparente d'un protocole d'accompagnement, tout cela creuse l'écart entre le règlement et l'humain. Un voisin, la voix tremblante, interpelle la direction pour demander une alternative, pour suggérer une convocation ou un rendez-vous. Selon des témoins, la réponse est restée cadrée sur la procédure. Les mots administratifs reprennent le dessus. La mère, malgré elle, est poussée vers la porte. Puis, quelque chose change dans l'air. Un bruit de pas mesuré, un pas qui ne ressemble pas aux autres. Les regards se tournent. Selon la reconstitution établie à partir des témoignages présents sur place, une figure publique franchit le seuil. Ce n'est pas seulement la célébrité qui compte, c'est l'effet symbolique de sa présence. Tout à coup, l'équilibre du pouvoir bascule. Les gens qui se taisaient trouvent une voix. Les parents qui regardaient se rapprochent. L'atmosphère, lourde d'injustice, se charge d'une nouvelle énergie, plus exigeante. Il est important de le dire avec prudence. Ce récit rassemble des témoignages et une reconstitution. Les détails exacts des échanges avec la figure publique ne sont pas tous vérifiables mot pour mot. Mais l'essentiel ressort de façon cohérente. Sa présence a catalysé la parole collective. Les murmures sont devenus des questions. On demande à la directrice d'expliquer, de justifier, d'envisager une solution qui préserve la scolarité de l'enfant. Quelque chose d'essentiel se redéfinit sous les regards. L'idée que l'institution doit rester humaine, même quand elle applique des règles. La confrontation, si l'on peut l'appeler ainsi, n'est pas une scène de théâtre,
C'est une mise en regard. D'un côté, la procédure écrite et la trajectoire tracée par des dossiers, de l'autre, une vie concrète, une mère et son enfant. Selon des témoins, la directrice, prise dans ce faisceau de regards, finit par accepter d'ouvrir la discussion. On ne parle pas ici d'un miracle ni d'un renversement spectaculaire, mais d'un réajustement pragmatique. On propose de ne pas expulser sur le champ, on promet d'examiner le dossier, on propose un rendez-vous avec les services compétents. La mère, qui jusqu'à présent ne parlait presque pas, laisse échapper un souffle de soulagement. Le clou dramatique n'est pas une humiliation réparée d'un coup, mais la restauration d'une possibilité. La possibilité que la décision soit réexaminée, que l'enfant puisse rester provisoirement scolarisé, que la mère puisse être aidée pour compléter les formalités. Concrètement, des personnes du quartier offrent leur aide. Une association locale prend note de la situation et propose un accompagnement pour monter le dossier. Et l'école accepte, selon des témoins, d'organiser une réunion avec les services sociaux. C'est une petite victoire pragmatique, mais elle compte. Parce que souvent, les changements qui tiennent sont ceux qui s'enracinent dans des démarches réelles. Prise de contact, rendez-vous pris, dossier complété, suivi social. La scène a aussi un effet immédiat sur l'enfant. On le voit, au début, figé, comme si le monde des adultes s'était réduit à une portion d'incompréhension. À la fin, il retrouve peu à peu une lente respiration. Sa mère, qui avait le regard fermé, le redresse, lui caresse la joue. Ce n'est pas une fin triomphante, mais une respiration retrouvée, fragile et précieuse. La dignité n'est pas rendue en un instant, elle est entamée par des gestes concrets et par l'attention collective. Après la journée, la vidéo prise par le témoin circule. Elle traverse les groupes de voisins, puis les réseaux sociaux locaux. Les journalistes se mobilisent pour vérifier les faits, les associations demandent à rencontrer la directrice et la municipalité, et la question se pose plus largement. Quelles procédures ont permis qu'une mère soit exposée ainsi ? Plusieurs acteurs appellent à ce que les écoles aient des protocoles d'accompagnement lorsque des familles sont en situation administrative fragile. Ce n'est ni une condamnation ni une absolution, mais un questionnement civique. Comment concilier la nécessité administrative et le respect inconditionnel de la dignité humaine ? Il faut éviter de croire que la présence d'une personnalité publique résout tout. Elle attire l'attention et accélère une prise en compte. Elle n'efface pas les lacunes systémiques. Les témoins évoquent désormais des promesses d'examen, un rendez-vous fixé avec les services sociaux et l'engagement d'une association à aider pour la constitution du dossier. Ce sont des mesures concrètes, des petites pierres assemblées pour stabiliser une situation précaire. Elles n'assurent pas que tout sera parfait demain, mais elles changent le cours immédiat de cette histoire. La directrice, elle, devient soudain une figure moins monolithique qu'au premier regard. Derrière la décision administrative, il y a souvent une pression institutionnelle, quotas, règlements, manque de personnel pour gérer les cas au cas par cas. Comprendre cela ne légitime pas l'humiliation publique, mais aide à percevoir la complexité. Les témoins insistent sur ce point, l'objectif n'est pas de diaboliser une personne, mais de pointer les failles du système et d'exiger qu'elles soient comblées avec humanité. Dans les jours qui suivent, la mère et son enfant reçoivent un accompagnement. Un rendez-vous est tenu avec une assistante sociale, un dossier est complété avec l'aide d'une association et l'école accepte la présence provisoire de l'enfant en classe le temps que la situation soit clarifiée. Ce n'est pas une fin absolue, il faudra des suivis, des preuves, du temps. Mais pour la mère, retrouver le chemin de l'école sans être pointée du doigt change le quotidien de son fils et le leur à tous les deux. La question qui reste et que nous devons poser à notre communauté est collective. Comment éviter qu'une simple formalité administrative devienne un spectacle d'exclusion ? Comment doter les écoles, les mairies, les services d'outils et de personnel pour accompagner plutôt que stigmatiser ? Comment faire en sorte que la dignité ne dépende pas de la présence d'un témoin ou d'une célébrité, mais soit un protocole implicite et automatique ? Cette histoire nous rappelle que la solidarité commence souvent par de petits gestes. Un parent qui prend la parole, un voisin qui filme pour témoigner, une association qui tend la main, une figure publique dont la présence force la conversation. Mais elle rappelle surtout que la justice quotidienne se construit dans la longévité des engagements et dans la création de procédures humaines. Partagez cette vidéo si vous pensez que chaque parent mérite d'être entendu.
Dites en commentaire si vous avez été témoin d'une situation similaire ou si vous connaissez des ressources locales d'aide aux familles. Vos témoignages comptent et peuvent aider d'autres personnes à trouver des solutions concrètes.